En 1937, un certain Pierre de Coubertin, il laisse derrière lui une idée géniale, enseigner grâce au sport. Il veut enseigner aux jeunes générations l'effort, le goût du travail, la paix, l'intensité, l'excellence. Ce message que le sport peut transmettre, des valeurs de tolérance, de paix et d'excellence, s'illustre dans sa plus grande invention, qui sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques font rêver les athlètes, les sportifs et le public depuis des décennies à travers le monde. Mais si Pierre de Coubertin est un pédagogue, quel est le sens d'enseigner ces valeurs à travers les Jeux Olympiques et comment le faire à travers des épreuves sportives? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez comprendre toute la philosophie qu'il existe derrière les Jeux Olympiques. D'où vient à Pierre de Coubertin cette idée de faire des Jeux Olympiques? En 1894, Pierre de Coubertin fonde le CIO, qui est le Comité international olympique. Il le fonde sur des bases historiques. J'affiche à l'écran tout de suite les notes qu'ont mes élèves depuis ces dernières années, depuis les 4 ans désormais que je suis professeur. Tu peux le constater, les notes sont entre bonnes et excellentes. Si tu veux les mêmes notes, n'hésite pas à d'abord écouter la vidéo et si ça te plaît à cliquer dans le lien dans la description pour avoir un cours avec moi. Il existe dès l'Antiquité des épreuves de sport appelées Jeux Olympiques. Pourquoi olympiques? Parce qu'elles se situent dans le centre religieux d'Olympie. Ces épreuves ont lieu entre le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Les Jeux étaient célébrés tous les 4 ans, une période connue sous le nom d'Olympiade. Selon l'historien Pausanias, il s'agit d'un certain Lycurgue qui, à Sparte, souhaite organiser la paix à travers les différentes cités grecques. Et pour ce faire, il veut organiser une compétition sportive où les individus pourront s'affronter sans engendrer de dommages, utiliser et avoir les avantages du combat sans les désavantages de la guerre. Le premier enjeu des Jeux Olympiques antiques, c'est d'abord et avant tout un enjeu de culte. Culte d'abord des dieux. En effet, les Jeux Olympiques ont lieu durant des festivals et lors de ces festivals, les Grecs anciens avaient l'habitude de remercier et de vénérer les différentes divinités qui constituaient leur mythologie et leur religion. C'est d'abord l'esprit du culte en général, des dieux, mais c'est aussi déjà le culte de la marchandise. En effet, l'économie locale est stimulée grâce aux Jeux où on a des individus des différentes cités qui viennent assister. Cela permet un échange économique et culturel sécurisé. Troisièmement, le culte de la beauté. Le lieu où se situent les Jeux Olympiques, c'est l'Olympie. Et l'Olympie est située dans le Péloponnèse de la Grèce, l'une des plus belles régions de la Grèce. Cela permettait de renforcer le lien spirituel entre l'athlète et la terre. Également, culte de la beauté. Durant les Jeux Olympiques, il n'y avait pas que des épreuves sportives, c'était aussi le moment où des artistes, des peintres, des sculpteurs pouvaient venir et présenter leurs œuvres au public. Il y a des statues qui étaient commandées spécialement pour les Jeux et qui permettaient de célébrer la beauté, l'harmonie. Culte de la beauté, culte de la marchandise, culte des dieux, culte de la nature, mais aussi culte de l'excellence. L'arrêté, en grec, c'est l'excellence, c'est la vertu que l'on veut développer. C'est vraiment un idéal dans la Grèce antique, c'est-à-dire faire en sorte d'utiliser son plein potentiel, devenir un homme excellent. La compétition visait alors à chercher et à faire sortir le meilleur des individus, tant physiquement que moralement. Les Jeux Olympiques étaient aussi une façon de cultiver la guerre et en même temps la paix. D'abord parce que les Jeux étaient l'occasion de se former, de se préparer au moment de guerre, et c'était aussi un culte de paix en même temps puisque précisément pendant les Jeux, il y avait ce qu'on appelle l'Ekekaria. Et l'Ekekaria, c'était un espace de trêve où s'il y avait une guerre, on arrêtait la guerre entre les cités pour se concentrer pendant les Jeux Olympiques sur les Jeux pour la reprendre éventuellement plus tard. Les Jeux Olympiques sont donc une pratique qui dure pendant plus de 1000 ans. Elle trouve son terme avec un empereur qui s'appelle Théodose Ier. Alors pourquoi Théodose Ier met fin aux Jeux Olympiques? Tout simplement parce que c'est quand même des jeux de culte. Et à ce moment-là, Théodose, lui, veut unifier l'Empire romain et il veut l'unifier sous une seule religion qui est le christianisme. Pour lui, c'est un enjeu de rassembler le peuple sous des valeurs communes, notamment la croyance en Jésus, la fraternité et le culte de Dieu et d'un seul Dieu. Or, les Jeux Olympiques, ce sont des pratiques païennes, c'est-à-dire qu'on va faire un culte et s'adonner à une vénération de plusieurs dieux.
Or, le polythéisme est vraiment ce que combat le monothéisme. Théodose Ier met fin aux Jeux Olympiques dans vraiment cette perspective d'unifier le peuple romain sous une seule valeur, un seul Dieu. On se retrouve plusieurs siècles plus tard, en 1896, où ont lieu les premières Olympiades modernes. Et quel était l'esprit de Pierre de Coubertin ? Il va reprendre tout cet esprit-là. Il va reprendre cet esprit de culte, beaucoup moins centré sur la religion, mais tout aussi axé sur le culte du sport, le culte de la performance, le culte de l'amour du sport. Pierre de Coubertin va ajouter une dimension au jeu qui va être très présente dès les premières Olympiades et qui va se perdurer pendant quelques Olympiades, c'est l'esprit de l'amateurisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'amateurisme ? L'esprit de l'amateurisme, c'est vraiment de créer un mimétisme. C'est ça l'objectif dans l'esprit de Pierre de Coubertin. Créer un mimétisme, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes générations arrivent et soient impressionnées, qu'elles regardent et recopient à la maison les efforts réalisés par les sportifs. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'identifier à un sportif, mais pas s'identifier à n'importe quel sportif, pas s'identifier à un sportif avec un niveau médiocre, moyen, s'identifier à un sportif avec un véritable niveau afin de pousser l'individu à l'excellence physique et morale. En mettant en scène les individus, les athlètes les plus avancés mais amateurs, ça va donner une véritable connexion entre le public et les athlètes. On le sait, le sport est extrêmement important pour la santé et le bien-être. Il veut promouvoir tous les bienfaits liés au sport, santé, bien-être, développement social, développement personnel, cohésion sociale, économie, puisque le sport permet de faire vivre l'économie locale, offrir des alternatives à la délinquance en poussant les individus à se dépasser dans des règles admises par la société, donner une chance à tous les individus de pratiquer, pas seulement les plus riches, mais aussi les moins aisés. Enfin, obtenir grâce au sport une éducation, une formation en tant qu'individu. Alors sur le principe, c'est intéressant de mettre en avant les amateurs. Cependant, en 1896, y a-t-il véritablement des sportifs qui sont déjà professionnels ? En réalité, il y a peu de pratiques professionnelles en 1896. C'est très rare de vivre d'un sport. Le fait d'avoir une activité sportive et d'être rémunéré pour cette activité, c'est un phénomène économique assez récent dans l'histoire de l'humanité. C'est cependant en 1896 que naissent certains sports qui commencent à permettre à des athlètes d'en vivre, notamment le vélo, le football et la boxe, qui sont déjà des sports assez répandus et qui offrent des récompenses aux meilleurs. Et en réalité, dans l'esprit de Coubertin, il s'agit d'anticiper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il pense déjà qu'en voyant le football, la boxe et le vélo, que ces sports pourraient mal finir au sens où dès que l'on met l'argent sur la table, les sportifs ne se comportent plus de la même façon. Ils sont là avant tout pour gagner et non pas pour participer. Ils sont là avant tout parce que l'argent les motive, mais et non pas l'amour du sport. Et en mettant en avant des amateurs qui aiment le sport, Pierre Coubertin veut mettre en avant l'idée que c'est l'amour du sport qui doit primer et non pas la valeur monétaire. Coubertin propose et crée justement les Jeux Olympiques comme un espace lié au plaisir, à l'amour, à l'excellence, éloigné des motivations utilitaires et financières. Les Jeux Olympiques, depuis la mort de Pierre de Coubertin, ont légèrement évolué et ont fait apparaître de nouveaux enjeux. Alors les nouveaux enjeux, c'est d'abord des enjeux de territoire. Les Jeux Olympiques, c'est désormais des outils d'aménagement et d'urbanisation pour les villes qui accueillent les Jeux Olympiques. Un public de plus en plus nombreux assiste aux épreuves des Jeux Olympiques. C'est pourquoi les Jeux Olympiques nécessitent désormais une infrastructure précise, taillée, ciblée pour accueillir. Les Jeux sont ainsi des outils d'aménagement et de territoire. Cela peut créer des effets positifs et négatifs. Positif, c'est le cas de Barcelone en 1992. Avant les Jeux Olympiques, la ville de Barcelone en 1990 accueille 1,9 million de touristes par an. L'année des Jeux, c'est 3,9 millions de touristes et en 2017, soit plusieurs années après, c'est 17 millions de touristes. C'est parce qu'il y avait vraiment une vision long terme. On ne voulait pas faire des Jeux simplement à un moment où on s'arrêterait de vivre et puis après la vie reprendrait son cours. Non, il y avait vraiment une pensée, un plan d'architecture, de globalisation, de modernisation de la ville. Aujourd'hui, les installations à Barcelone sont réutilisées pour accueillir notamment des concerts et d'autres événements sportifs. Les effets de l'aménagement du territoire sont aussi parfois négatifs. C'est le cas
des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Il s'agit des Jeux les plus coûteux de l'histoire. Ils étaient estimés à 1,6 milliard d'euros et ils ont coûté 15 milliards d'euros à produire au total. Et la Grèce a vu sa dette significativement augmenter. Et on ne le sait pas forcément, mais c'est l'une des raisons qui mène à la crise de la Grèce en 2009, les Jeux Olympiques qui ont créé un trou dans les finances publiques qui n'a jamais été totalement résorbé. Deuxième enjeu des Jeux Olympiques, c'est l'internationalisme. On voit des athlètes arriver du monde entier et ça crée et confirme cet esprit de fraternité, d'union entre les peuples voulu par Pierre de Coubertin. En voyant des individus de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de la Malaisie, de la Norvège, du Mexique, du Gabon, de l'Éthiopie, c'est-à-dire du monde entier, les Jeux Olympiques offrent la possibilité de penser une entente entre tous les différents peuples du monde entier. Troisième enjeu des Olympiques, c'est le symbolisme. Les Jeux Olympiques modernes sont associés à de gros symboles. Je voudrais en décrire un qui me paraît représenter vraiment les Jeux Olympiques, c'est-à-dire la flamme. La flamme est allumée à Olympie, tout d'abord rappelant l'origine historique des Jeux Olympiques. Cette pratique symbolise le lien ininterrompu entre le passé et le présent. Cette pratique affirme que bien que les Jeux aient été modifiés au cours du temps, l'esprit dans lequel ils sont réalisés reste le même à travers les siècles. Il existe une pérennité des idéaux humains à travers les années. C'est mieux d'être excellent, c'est mieux de faire le bien, c'est mieux de s'entendre avec l'autre, c'est mieux d'être dans un idéal de tolérance. La flamme en tant que lumière a une forte connotation de guidage, d'illumination dans de nombreuses cultures et dans de nombreuses philosophies. La flamme est ainsi un symbole de renouveau. La flamme enfin et son déplacement à travers les différentes nations crée le sentiment et l'esprit d'une unité où chaque individu peut être amené à porter la flamme. Quatrième enjeu des Jeux Olympiques, c'est l'aspect extrêmement féministe des Jeux Olympiques. Lors de la première édition de 1896, aucune femme n'est admise. En 1900, pour la deuxième édition, 22 femmes participent dans 5 sports, le tennis, le cricket, la voile, l'équitation et le golf. Un déséquilibre persiste par la suite jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 de Paris, aujourd'hui, où pour la première fois, il y a une parité parfaite. C'est quoi une parité parfaite ? C'est lorsque, au total, dans le nombre de participants, il y a autant d'athlètes féminins que d'athlètes masculins. Enfin, la grande évolution des Jeux Olympiques, c'est le retournement initial de l'esprit. De jeux d'amateurs, voulus pour amateurs, pensés pour amateurs, faits pour amateurs, on est passé à des jeux en réalité qui exposent d'abord des professionnels. Le Congrès olympique de 1981 marque une véritable rupture en acceptant et en ouvrant les Jeux aux athlètes professionnels. Alors ce qu'on gagne avec des athlètes professionnels, on gagne tout d'abord du spectacle, on va avoir des performances parfois de plus haut niveau que des acteurs simplement amateurs, et puis on va avoir aussi des gains économiques majeurs avec des athlètes professionnels et donc plus de chances de sponsors, de médias, de représentation et donc une économie locale peut être boostée. Avec la fin de jeux exclusivement réservés aux amateurs, on perd peut-être également l'esprit initial de Coubertin, c'est-à-dire l'esprit d'amateurisme, de plaisir du sport. La participation pour des raisons financières vient colorer et nuancer l'aspect idéaliste de Jeux Olympiques qui serait uniquement là pour l'amour du sport. Ça crée des différences entre les nations, où on a des nations qui sont favorisées économiquement déjà et qui donc peuvent proposer des athlètes plus performants aux Jeux. Et il y a une mise en avant de la compétition qui est à double tranchant parce qu'elle pousse les individus à s'améliorer, mais elle est contraire à l'esprit de la participation de Pierre de Coubertin. On voit notamment des athlètes pleurer et s'effondrer parce qu'ils n'ont pas obtenu la médaille olympique. Or, c'est pas du tout l'esprit initial de Pierre de Coubertin. Je pense qu'un athlète qui pleure, c'est quelqu'un qui voulait absolument la médaille pour montrer qu'il avait les compétences de gagner, alors que pour Pierre de Coubertin, c'est d'abord dans une idée de se dépasser soi-même, d'être fier de soi, de participer, de jouer, de s'amuser, de prendre du plaisir, d'être fair-play avec les autres athlètes, de partager un moment autour du sport qui doit réunir et motiver les athlètes avant tout, et non pas la récompense de médaille, ni la récompense, encore moins la récompense d'argent. On garde quand même dans les Jeux Olympiques des espaces réservés aux amateurs. D'abord, pour les sports où il est difficile d'être sponsorisé et où personne ne gagne sa vie, c'est le cas par exemple de l'escrime ou du tir, qui sont des sports fondamentalement amateurs. Et également, on garde des espaces réservés pour les sports qui sont initialement des sports
olympiques faits pour les amateurs. C'est le cas par exemple du football aux Jeux Olympiques qui est véritablement réservé aux jeunes joueurs. C'est également aussi le cas de la boxe qui est une discipline purement amateur aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, les boxeurs qui gagnent aux Jeux Olympiques ne font pas forcément de carrière professionnelle dans le monde de la boxe derrière parce que le niveau est encore supérieur. Les jeux modernes ne sont pas exempts de défis, notamment de défis environnementaux par exemple sur l'impact de telles organisations, de telles infrastructures, sur la géographie, sur l'environnement. Les jeux sont aussi le théâtre de controverses politiques où on utilise la politique pour faire pression sur les athlètes alors que l'espace olympique devrait être un espace apolitique précisément. Enfin, des problèmes de dopage qui remettent en cause l'esprit initial des Jeux Olympiques. J'espère que ça t'aura plu, cette petite virée au cœur des Jeux Olympiques et de la philosophie qu'il y a derrière. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Dis-moi si, selon toi, il y a d'autres valeurs dont je n'ai pas parlé pour les Jeux Olympiques. Et si tu veux faire partie de mes élèves, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour augmenter tes résultats, que ce soit baccalauréat, pour majorer en prépa ou pour obtenir plus de culture générale si tu es déjà dans le monde professionnel.